Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là pour cette conférence de présentation. Je vous remercie d'avoir bravé la canicule et le risque de mourir desséché et de pouvoir enfin rendre un grand service à l'ère macronienne en vous soustrayant des budgets sociaux. Bravo pour votre courage. Donc, c'est une conférence de présentation du numéro double 24-25 de la revue Perspective Libre sur les dynamiques eurasiennes. Je tiens à dire tout de suite, je suis d'autant plus fier de ce numéro que j'y ai très peu participé et qu'il y aurait des gens dans cette salle beaucoup plus aptes que moi à le présenter qui en sont les auteurs, et je pense particulièrement à Clément qui a dirigé le dossier. Julien qui en a traduit une partie, lui, vous suit par la pensée depuis la Pologne, hein, comme disait Alfred Jarry, l'histoire commence en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Donc, je suis donc préposé à l'exercice, sachant que on aurait pu tout à fait faire bien mieux que moi pour ce type de sujet. Néanmoins, c'est un numéro d'études, un numéro international de haute volée, parmi les meilleurs que mon équipe ait fait, qui présente ce projet pharaonique pour certains et démoniaque pour d'autres, qui est l'émergence de l'Eurasie dominée par la figure de la Chine. Je vais prendre deux figures dans le débat public sans aucune méchanceté ni pour l'un ni pour l'autre. Ce sont des gens pour qui on peut avoir de la considération à plus d'un titre, et qui seront mes fils rouges pour justement éviter de traiter le sujet à leur manière. Certains d'entre vous voient peut-être qui est Bruno Guigues, un haut fonctionnaire français qui a eu quelques ennuis il y a quelques années sur le conflit israélo-arabe et qui est aujourd'hui chroniqueur sur RT, pour qui l'absolution viendra de la prise de pouvoir totale de la Chine. Bon, pourquoi pas. Et de l'autre côté, vous avez... il y a même des gens tout aussi sympathiques qui pensent la même chose. Hein. Je voyais une intervention de M. Cheminade il n'y a pas longtemps disant mais la Chine va peut-être nous payer de nouvelles voies ferrées, et qu'on n'est pas capable de le faire tout seul. Bon. Et de l'autre côté, disons, je vais prendre toute la galaxie, disons... comment dire, atlantiste, disons, objecteurs d'atlantisme, c'est-à-dire des gens comme Jacques Millard ou d'autres qui étaient à la commission de la défense, et qui disent la Chine va peut-être prendre le contrôle de nos infrastructures et va peut-être nous bouffer. Bien sûr, mais là encore, sans agressivité, je le pense sincèrement, avec la Chine. Et bien sûr, vous avez le cas le plus lourd, à mon avis, du diagnostic mental de l'Occident, qui sont les euro-lapins, avec le loup Xi Jinping, le loup Donald et le loup Poutine, qui vont traquer les petits lapins européens. Si vous voulez, on a toujours pensé que la propagande des années 30 jusqu'à aujourd'hui faisait des bonds en avant, elle peut aussi en faire en arrière. Je pense que pour bien comprendre ce sujet, il faut bien se rendre compte que c'est un projet de mobilisation avant tout interne des forces chinoises. C'est avant tout un objet de politique intérieure. Bien sûr, dans un Occident qui se cherche un ennemi et qui se cherche une raison de se battre profondément, sauf contre son propre déclin, la figure du péril jaune est facile à réactiver. Elle a fait les beaux jours des romans d'aventure des années 1900. Nous en sommes très loin. Tous ceux qui pensent que la Chine a une optique de conquête du monde, je pense, se font une frayeur à pas cher. Au lieu de voir que toutes les avancées
ou dites ou prétendues telles de la Chine correspondent en fait à des reculs internes des pays occidentaux. Comme on avait pris l'habitude de l'écrire à partir de notre numéro 5, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 20 numéros sur le protectionnisme, les Chinois n'ont pas pris les outils économiques de l'Occident. On leur a donné. Ensuite, ils l'ont fait fructifier, et gloire à eux de l'avoir fait. Donc, si vous voulez, il faut se garder d'une peur irraisonnée qui nous ramène 30 ans en arrière. De l'autre côté, de penser que la Chine aura un système de gouvernement vis-à-vis des pays tiers moins brutal que les autres. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi la Chine devrait endosser, devrait endosser l'envie de revanche de certains Européens, de certains Latino-Américains ou de certains Africains contre leurs anciennes puissances coloniales ou contre les États-Unis. La Chine n'en a absolument aucune envie. Elle se concentre sur sa puissance, son développement et surtout sa sécurité. Juste avant d'entrer dans le détail, je voudrais quand même rappeler un fait qui est bateau, mais qu'on a tendance à minorer. Imaginez-vous qu'un dirigeant chinois, quel que soit ce que vous pensez des tsars rouges, ce sont des gens qui, mine de rien, doivent faire avancer un pays d'1,3 milliard de gens. D'accord ? Ce sont des gens donc, qui ont des limites physiques, techniques, sans commune mesure avec, si vous voulez, ce que les Occidentaux ont ingéré. Un pays comme la Belgique peut vivre 3 ans sans gouvernement. La Chine, pas sûr. Vraiment pas sûr. Vous voyez ? Donc, c'est avant tout un pays de contraintes. Une fois ça fait, revenons juste sur un point historique. Quand commence la publicité autour du projet Belt and Road, donc ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Je vous passe le parallèle historique parce qu'il a déjà été fait ici et mieux que je ne saurais le faire par le général de la Maisonneuve. Il commence en septembre 2013. Au Kazakhstan, ça va surprendre personne. Mais c'est la date qui est intéressante. Xi Jinping parle de la ceinture économique de la route de la soie. Pourquoi ? Pourquoi 2013 ? Pour une raison. La Chine a pris toutes les conséquences de la crise de 2008. Elle en a d'ailleurs épongé une partie. Et elle a décidé d'avoir un projet de mobilisation physique de son économie et de sa population. Pourquoi ? Parce qu'une partie du rêve chinois d'adapter à la Chine la mondialisation à l'occidentale s'est heurtée au réel de 2008. La Chine, comme tous les pays émergents, ont banqué pour une crise dont ils n'ont, ça je suis désolé de le rappeler, dans laquelle ils n'ont pas de responsabilité. C'est une crise euro-américaine, à dominante américaine, mais euro-américaine, et qui est liée à la spirale de dette que les Américains et les Européens, je vous rappelle par exemple que le projet et que le monstre qu'on appelle la Banque universelle, qui est une trappe à dette, est une création européenne, avant d'être une création américaine. C'est M. Delors, sympathique, gentleman, démocrate chrétien, malheureusement inconnu et qui aurait mieux fait de le rester, qui le fait dès 1984, là où les Américains attendront le début de l'ère Clinton. Le premier point temporel pour comprendre cette inclinaison de la Chine, c'est ça. C'est le détonateur qu'est 2008. C'est-à-dire, nous ne suivrons plus la mondialisation telle que l'Occident l'a voulu, à travers sa pensée, à travers ses institutions. Vous me direz,
Est-ce que la Chine jouait réellement le jeu? On a vu lors de son entrée à l'OMC en 2003. Vous parlez d'un pays qui nous a vendu au XVIIIe siècle des copies de ses propres poteries. Et qui d'ailleurs faisait des copies des poteries qui avaient le moins de, disons, d'aura dans son élite. Donc, et nul n'a le droit de les critiquer pour ça. Ils ont voulu tirer leur épingle du jeu d'un système qui leur a été en grande partie imposé, parce que c'est un système qui est quand même occidentalo-centré. Et d'autres puissances, occidentales et les États-Unis en particulier, ont très bien su tirer aussi leur épingle du jeu de règles qu'ils ont créées pour eux-mêmes à la base. Donc, si vous voulez, mauvais joueurs, s'abstenir. Mais il y a une prise de conscience assez violente, en tout cas d'après tous les observateurs que nous avons. Il y a un très bon ouvrage là-dessus qui s'appelle « La diplomatie n'est pas un dîner de gala », qui a un format un peu pavé pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui n'ont rien pour les interrogatoires du week-end. Donc il fait 800 pages, donc ça peut servir. Et vous avez tout un passage sur la prise de conscience de la Chine, justement que cette mondialisation qu'on leur a vendue aussi, dont ils ont profité, peut-être n'avaient-ils pas mesuré la totalité des risques. Ça se voit dans le film Inside Job, dans la séquence finale. Pour ceux qui se rappellent de ce film, qui parle de la crise de 2008, chose assez rare, le président de la Banque centrale chinoise est autorisé à témoigner. Et que dit-il? C'est lui qui fait d'ailleurs le couplet de fin. Il dit un ingénieur financier, enfin un ingénieur ça fait des ponts, un ingénieur financier ça fait des rêves. Mais c'est pas lui qui paye quand les rêves tournent au cauchemar. D'un certain côté, une partie de l'élite chinoise a adapté ça. Comment? En prenant le pari de l'économie physique, ce qui est très drôle d'ailleurs parce que les premières sommes qui ont été avancées verbalement, elles ne sont pas déployées à l'instant T, pour la route de la soie, c'était combien? C'était 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire une large part des réserves de change de la Chine. Parce que la Chine s'est dit une chose très simple. Plutôt que de banquer à chaque fois que l'Occident fera une semi-faillite, plutôt que de se retrouver avec des réserves en dollars qui pourraient valoir moins que leur valeur en papier imprimé, mieux vaut avoir des ports, mieux vaut avoir des routes, mieux vaut avoir des voies ferrées. Est-ce un pari si idiot que ça? Très loin de là. Et puis surtout, comme projet de mobilisation d'un peuple encore pléthorique avec une inertie démographique forte de l'ordre de 18 millions d'habitants par an, même si c'est un pays qui vieillit vite, c'est un projet qui en vaut un autre. Un peuple aussi nombreux, aussi apte à s'organiser, mieux vaudrait peut-être éviter qu'il n'ait pas d'idéal. Regardez ce qui se passe à Hong Kong actuellement. Quand la rue chinoise se lève, elle fait pas semblant. Bon. Mais surtout, regardez l'image que ça donne de l'Occident. C'est-à-dire pendant que la moitié de l'Europe latine discute de l'écriture inclusive, la Chine change le monde. Est-ce que vous voyez cette image? Elle est quand même terrible. Hein. Et le pire, c'est que quand elle vient le changer un tout petit peu trop près de chez nous, ça donne... Vous vous rendez compte? La Chine fait un pont en Croatie avec de l'argent de l'Union européenne, c'est-à-dire au passage le vôtre. Parce que je vous rappelle, l'Europe ne produit rien, leçon numéro 1. Enfin si, elle produit des tonnes de papier et elle allège les stocks de jeans. Mais bon, Et si vous voulez, c'est cette angoisse d'être, si vous voulez, déclassé par rapport à la puissance asiatique que j'aimerais un tout petit peu calmer.
Parce que si l'image vue du dehors n'est pas à notre avantage, c'est indiscutable, l'Occident apparaît décadent, c'est pas la faute de la Chine, c'est la faute de l'Occident. Vous voyez ce que je veux dire? Personne nous a forcé à faire de l'écriture inclusive, les études de genre, et si vous voulez, je vais vous donner une phrase qui, à mon avis, résume tout. Quelques jours après l'envoi dans l'espace du premier taïkonaute, donc du premier homme dans l'espace chinois, Jean-Pierre Raffarin titrait « Bientôt le TGV arrivera à Bordeaux ». Les nouvelles rames arriveront à Bordeaux. Vous voyez le choc de représentation? Bon. Donc, le plan de la Chine a été mûrement réfléchi. Outre de se débarrasser de cette angoisse stratégique et la possession de plusieurs, disons, milliers de milliards de dollars américains dont nul ne sait ce qu'ils vaudront à l'avenir, la Chine a compris, et je pense très tôt, dès la crise de 98, qu'elle avait en plus une facilité à unir autour d'elle différents continents à partir d'un nouvel appareil institutionnel. Car à partir de la crise de 98, c'est l'aveu du caractère périmé de toutes les institutions de Bretton Woods, particulièrement du FMI et de la Banque mondiale, mais tout le reste. Parfois, bon, le cas de l'ONU est à relativiser parce que ce soit les Russes ou les Chinois, ils savent très bien que l'institution est plus qu'en perte de vitesse, mais ils ne veulent pas la laisser tomber trop vite. Mais c'est le cas du GATT, enfin de l'OMC, c'est le cas du FMI, c'est le cas de la Banque mondiale, et au risque de choquer certains, c'est aussi le cas d'une autre institution de la guerre froide que personne ne met dans ce panier-là, mais qui est tout aussi dépassé. À votre avis? Quelle est l'Union européenne? Tout aussi dépassée. Donc Or, la Chine a profité en cela de l'écœurement des pays africains qui ont vécu toutes les conséquences de la crise de la dette des années 80 puis 90, de l'écœurement des pays latino-américains par rapport à un grand voisin du Nord légèrement envahissant, l'auto-effacement des Européens, mais là encore, si vous voulez, c'est peut-être la chose qu'ils font le mieux aujourd'hui. Donc, avant d'être remplacés, ils s'effacent. Que voulez-vous? Donc, la Chine est arrivée à propos avec un nouvel appareil institutionnel, la Banque asiatique pour les infrastructures, par exemple, et surtout, elle répondait, en plus de ses volontés strictement internes, elle répondait à une volonté de sécurisation financière et géopolitique d'une partie de ses grands voisins, particulièrement de la Russie poutinienne. C'est cette phrase légèrement ambiguë de Vladimir Poutine: « Nous mettrons le vent chinois dans les voiles russes ». Pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire, certains ont des grosses craintes, pour l'instant largement surestimées, de prise de contrôle d'une partie du fleuve Amour. Pour l'instant, c'est pas totalement fantasmagorique, mais on en est très loin. Et pour le meilleur, la Russie, qui est un pays beaucoup plus faible que ce que nous croyons, parce que la stature de Vladimir Poutine, disons, en impose, mais d'ailleurs c'est pour ça que l'après-Poutine est très lourd de menaces, a retrouvé un ancien allié parfois lourdement encombrant. Malheureusement, de ce qu'on estime être un bloc, y aura-t-il à terme une relation de vassalité? C'est possible, ce n'est pour l'instant pas le cas. Mais la Chine est arrivée à propos. Ensuite, elle a envoyé
disons, tisser son projet dans différentes directions. Si nous les énumérons, vous allez voir à la fois les avantages que nous pouvons stratégiquement, parce que la seule question, c'est qu'est-ce que nous faisons dans ce monde émergé. Parce que sinon, c'est de la géopolitique théorique. Ça n'a pas d'intérêt. À la fois, disons, ce que la Chine peut, même sans le vouloir, offrir par ce projet, et quels sont le type de menaces qui peut peser sur nous par rapport à ce projet. Les volontés disons, de tisser ce grand réseau d'infrastructures vont dans plusieurs directions. D'abord, le Grand Ouest chinois. Ce qui vous explique pourquoi on vous parle tant des Ouïghours, par exemple. Parce que les Ouïghours soient, disons, posent un problème sécuritaire à la Chine, ça fait quand même des siècles que ça dure. Mais aujourd'hui, ça devient très intéressant. Je vais vous donner un exemple. Ayant siégé au Parlement européen, je peux vous dire que la délégation UE-Chine a eu à peine 2 réunions en 5 ans, parce qu'à chaque fois que les Chinois voulaient refaire des réunions, les Allemands envoyaient leur liste de doléances, donc les Ouïghours, les homosexuels, le halal dans les cantines, enfin, vous savez, les fameux, dans les camps de rétention pour Ouïghours, on leur fait manger de la viande non halal. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un crime très grave. Bon, il est vrai qu'il ne doit pas avoir beaucoup de lieux en Allemagne où on ne doit plus manger halal en ce moment, mais bon. Tout était bon pour, disons, empoisonner la relation. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, la Chine a coupé tout contact. Ça. Et puis bien sûr, les sempiternelles lamentations sur le Dalai Lama. Que Nicolas Sarkozy avait cru très intelligent de faire venir, croyant que les Chinois ne verraient pas, véridique, ne prévient pas ses homologues parce qu'il croit que ça va passer à l'as. Et c'est pas passé à l'as du tout. Mais c'est pas grave, hein, on a les diplomates qu'on peut et on a la géopolitique qu'on peut. Donc, vous voyez, à chaque fois que la Chine va arriver dans une région, vous allez avoir un point de fixation. Je vais vous donner un autre exemple. Toute la tentative de la Chine en Asie du Sud-Est. Cette tentative répond en réalité à beaucoup d'impératifs, mais à 2 impératifs sécuritaires principaux. Le premier, c'est les approvisionnements en hydrocarbures, en énergie. La Chine est tributaire des détroits. On peut tout à fait couper les approvisionnements de la Chine, en tout cas ceux par voie maritime. D'où son obsession de la liberté de ses mers. Ça ne veut pas dire la liberté des mers, entendez-moi bien. D'où ses efforts constants pour se doter d'une flotte de guerre, et d'une flotte de guerre conséquente. Pourquoi ? Parce qu'elle est en face de flottes de guerre tout à fait sérieuses. Je pense particulièrement à la flotte de guerre japonaise et la flotte de guerre coréenne. Mais dans ce développement du sud-est asiatique, vous avez 2 pays faibles qui vont être les proies et qui vont être les punching balls de l'Occident. La Birmanie et le Cambodge. Je vais vous donner un exemple là encore. On peut détester Hun Sen, le Premier ministre khmer. Dire qu'il a été Khmer rouge, oui, il a été Khmer rouge à 17 ans. Il a été officier de radio de son régiment à 17 ans. Est-ce que c'est la peine d'épiloguer là-dessus ? Eh bien, ça a quand même fait 5 résolutions à la demande de la Commission européenne l'an dernier sur le Cambodge. Ce petit État qui ne peut pas se défendre. En tout cas, pas face à l'Union européenne. Voilà, dirigé par un Khmer rouge, n'a pas de gay pride, enfin tous les crimes contre l'humanité que vous pouvez imaginer. Tout simplement parce que des alliés de la Chine, c'est l'un des plus faibles.
Même chose pour la Birmanie. La Birmanie n'a pas toujours été un allié de la Chine. Et d'ailleurs, c'est un allié à contre-cœur. Mais, alors qu'on trouvait Aung San Suu Kyi tellement sympathique côté occidental, alors qu'il suffisait de lire ses textes et de les faire traduire pour savoir qu'elle était, comme son père, une nationaliste birmane conséquente, et que donc certaines minorités qui n'ont pas toujours, disons, qui ne se sont pas toujours honorées en Birmanie, dont les Rohingyas allaient avoir quelques difficultés lors de sa prise de pouvoir, suffisait de l'écouter. Hein. Elle n'a jamais menti. L'Occident a entendu ce qu'il voulait entendre. Vous avez remarqué qu'Aung San Suu Kyi est quand même descendu dans l'échelle de la fréquentabilité internationale. La seule chose, c'est qu'il fait la liste, hein, comme dirait l'autre. Donc, à chaque fois, sans même se rendre compte que la Chine incorpore dans son projet de véritables, pardonnez-moi le terme qui est un terme militaire, mais de véritables bâtons merdeux. On ne se rend pas compte. Mais nous avons échoué en Afghanistan. Le Pakistan, qui est l'une des pierres angulaires du projet EBRI, puisque l'une des routes traverse tout le Pakistan jusqu'au port d'eau profonde. Le Pakistan, qu'est-ce que le Pakistan aujourd'hui ? C'est un non-État nucléarisé, travaillé par l'extrémisme religieux le plus violent, au bord de se jeter sur son puissant voisin, et la seule chose qui tient, c'est l'armée. Et derrière l'armée, ce n'est pas que la Chine, l'armée pakistanaise est apte à tenir elle-même, mais la Chine veille à ce que ce voisin turbulent ne s'effondre pas. Ce faisant, elle nous rend un grand service. Vous voulez sincèrement d'un Pakistan nucléarisé hors de contrôle ? Vous voyez déjà le bins que c'est pour une non-bombe atomique en Iran ? Alors vous imaginez une vraie bombe atomique dans les mains de on ne sait qui ? Et là encore, l'Occident, la Chine arrive à propos, l'Occident paye ce qu'il a voulu. À une époque, nous avions un homme capable de tenir le Pakistan, il s'appelait Pervez Musharraf. On l'a accusé d'assassinat, l'Occident l'a accusé d'assassinat, la Chine n'y est pour rien. Alors peut-être que le personnage formé en Turquie plaquait un tout petit peu trop un système kémaliste tel qu'il l'avait compris, c'est-à-dire peut-être imparfaitement, sur une réalité tribale pakistanaise qui n'était pas prête à supporter, disons, le culte étatique, quel que soit ce qu'on pense de la Turquie, qui y prévaut. Peut-être. Mais nous avions un homme qui gérait cette région, entre guillemets, en tout cas au mieux de nos intérêts. Nous avons décidé nous-mêmes de nous en débarrasser. Aujourd'hui, la Chine a pris la place. Je me rappelle d'un colloque à l'école militaire, il y avait un général chinois, très rigolo d'ailleurs. On lui demande alors, mais les mines en Afghanistan, qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez qu'on va les reprendre militairement si jamais on les repère par des zones de guérilla ? Il éclate de rire, il dit, vous inquiétez pas, nous on les a déjà. Éclat de rire gêné des militaires français présents. Mais vous voyez, il n'y a pas de Deus ex machina, il y a une planification, fort heureusement. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, mais il n'y a pas de volonté hégémonique. La Chine fait des coups selon un plan préétabli, et nous lui facilitons la tâche. Et même d'un certain côté, je vous dirais, parfois ça affaiblit les positions de puissance occidentale, mais parfois la Chine balaye derrière nous. N'oublions pas que l'Afghanistan, la seule chose que nous avons fortement redressée, et ça, que grâce soit rendue à l'Occident de ça, c'est c'est le pavot. On n'a pas remis grand-chose en Afghanistan, mais ça, on a remis d'équerre. Ça, on sait faire. Après, on se plaint des droits de l'homme iraniens, mais n'oubliez pas que plus on cultive de drogue en Afghanistan, plus la jeunesse iranienne qui est l'une des plus touchées, s'en met dans les veines. D'où le raidissement iranien sur la question de la drogue depuis quelques années, qui nous sert dans la propagande occidentale de diabolisation du régime.
Car oui, quand... Vous voyez? Et toute cette zone, qui est une zone... Alors bon, l'Afghanistan, c'est vraiment la catastrophe absolue. Mon ami René Cagna avait écrit je crois, les 7 piliers de la bêtise sur l'intervention occidentale en Afghanistan. Lui qui est un spécialiste de l'Asie centrale, qui d'ailleurs va venir, j'espère, à la rentrée. Ce qui a été fait là-bas est une catastrophe. Que la Chine veuille gérer, alors évidemment, elle le gérera au mieux de ses intérêts. On ne peut pas tout avoir. Mais a-t-on réellement à s'en plaindre? En tout cas, nous ne devons pas, si vous voulez, faire passer le fruit et le tribut de nos erreurs pour une gigantesque partie de jeu de go où l'invincible chinois nous vaincrait à chaque fois. C'est trop facile, ça. Même chose sur le corridor balkanique dont on parle beaucoup. Vous avez 2 portes d'entrée de la Chine sur les territoires qui appartiennent à l'Union européenne. Alors bon, vous avez tout ce qui est les pays de l'Est, mais la route part de la mer, donc elle part de Grèce. Et vous en avez une seconde qui va venir en Italie. Mais dites-moi, qui a mis la Grèce dans un état financier tel qu'elle doive demander de l'aide à la Chine? Qui est en train de pousser M. Salvini et consorts dans les bras de Pékin? Et là encore, à titre personnel, c'est purement descriptif. Moi, si vous voulez, j'en ai absolument rien contre, et à titre personnel, la grande politique chinoise de la France me manque, à titre personnel. Mais, vous comprenez? Vous avez asphyxié des pays par l'austérité, eh bien ils sont allés vers des ballons d'oxygène financiers. Là encore, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de plan caché. Il y a des actes et il y a des conséquences d'actes. Vous voyez? Croyez-vous, pour revenir sur une zone plus proche du cœur de l'Empire chinois, est-ce que sincèrement on a cru que la stratégie dite du collier de perles, c'est-à-dire de l'encerclement par des bases navales de la Chine, allait marcher? Est-ce que sincèrement on a pensé 2 minutes que la Chine allait se laisser enclaver comme la Russie pendant la guerre froide? Là, il y a un vrai problème de pensée stratégique occidentale. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que des coups qu'on a déjà faits. Parce que la guerre froide s'est terminée pour tout le monde, sauf pour nous. La Chine a brisé la tentative d'étouffement en ouvrant des bases un peu partout. Au Cambodge, par exemple, à Sihanoukville. Bon. Après, il y a il y a au moins une vraie menace si vous voulez, de ces dynamiques eurasiennes, disons, à moteur chinois pour l'instant, parce que il n'est pas dit que le moteur actuel qui est la Chine perdurera. Il y a un acteur qui regarde ça avec, disons, beaucoup de circonspection, même si la confrontation des 2 puissances m'apparaît très difficile parce que ce ne sont pas des puissances face à face. Le terme est d'un stratège français que je trouve très bon pour la Chine et pour l'Inde. Ce ne sont pas des pays face à face, ce sont des pays dos à dos. Mais d'un certain côté, le parallèle des 2 populations, le parallèle des 2 États peut laisser penser qu'à un moment il peut y avoir confrontation. Ce sont 2 pays avec des sentiments identitaires forts, ce qui est pour moi vraiment une qualité, qui ont de lourds problèmes internes, d'ailleurs les mêmes, démographiques, écologiques, économiques, gros problème d'endettement dans les 2 cas, ce qui vous explique que le Premier ministre hindou
et voulu en partie liquider une large part de l'économie qui reposait sur le cash pour avoir des rentrées fiscales. Des systèmes militaires développés, plus dans le cas chinois d'ailleurs, une force technologique dans les deux cas, un mépris réciproque. Ce n'est pas impossible, pour l'instant c'est peu probable. Autre chose qui est peu probable pour faire baisser un peu la tension, c'est je me promenais un petit peu dans les librairies cet après-midi, et tout le monde, je vois dans toutes les devantures des librairies d'école militaire le même bouquin, chez Odile Jacob, qui est déjà un bouquin qui a été traduit mais qui n'est pas totalement récent, qui s'appelle Le piège de Thucydide. Bon, donc ayez peur, très peur, braves gens. Bon, pour la faire vite, quand il y a deux puissances, une qui décline, une qui monte, Athènes-Sparte, à un moment il y a frontal. Bon. Dans l'Antiquité, c'est pas faux. À l'ère atomique, alors vous me direz, ce que d'ailleurs beaucoup de stratèges disent, quand on a des armes supersoniques et des systèmes d'interception, l'arme nucléaire est relativisée, certes, mais il y a une chose qu'on dit rarement sur l'arme nucléaire. On dit que c'est l'arme de non-emploi, ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a une chose qu'on dit moins. C'est que c'est l'arme du one shot enough. Si on a une qui passe, ça suffit largement pour faire son petit effet. Vous en arrêtez 5, vous en arrêtez 10, mais si on a une qui passe, ça fait quand même son petit effet. Donc qui prendra le risque? Surtout que si vous voulez, les plans d'affrontement Chine-États-Unis sont prêts dans les deux cas. Nous connaissons en tout cas certains plans américains qui sont catastrophiques, qui disent c'est une guerre d'attrition, c'est 14 empires. Personne ne prendra ce risque. Si vous voulez, on n'est pas sur des stratèges saoudiens qui se disent dans 2 semaines on est à Téhéran. Véridique, hein, j'ai entendu ça. Mais vous avez les mêmes de l'autre côté qui disent dans 1 semaine et demie à Riyad. Ils ont peut-être un peu moins tort. Mais si vous voulez, il faut éviter. Il y a une part de pensée géopolitique, par son mécanisme, par son caractère mécanique, qu'il faut éviter, si vous voulez. Beaucoup d'entre nous ont joué à risque quand ils étaient petits. Bon. Or, la politique internationale, c'est pas de faire se mouvoir des petits soldats et des petites voitures. Et à un moment, il y a des considérations lourdes et des conséquences lourdes. Pour l'instant, il n'y a pas d'option militaire sur la table, et je pense qu'il n'y en aura pas. Tout comme, si on suit ce qui s'est créé à Pékin, il n'y aura pas d'option militaire en mer de Chine. La Chine a trop à perdre. Elle essaiera par le commerce. Il y a un point sur lequel la Chine ira jusqu'à la mobilisation militaire. Taïwan. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous réentendez parler de Taïwan. Le seul problème, c'est, si vous voulez, quand est-ce que nous allons apprendre que la diplomatie du titillement et que la diplomatie, disons, du poil à gratter est une diplomatie catastrophique sur le long terme pour nous. Vous avez un très bon article qui a été publié là, il y a 2 jours chez mes amis de Proche-Orient Info, chez Richard Labévière, sur les 8 dossiers que la diplomatie française a lamentablement ratés depuis que nous avons... alors c'est plus Jupiter maintenant, c'est Atlas. Non, mais... Vous inquiétez pas. Non, mais soyez à la page. Soyez à la page. Alors, ça a été Jupiter, 2 ans après. Dans 2 ans, c'est Sisyphe. Vous verrez. Et pourquoi? Parce que nous multiplions, entre autres par la diplomatie des droits de l'homme, mais pas uniquement, cette diplomatie du poil à gratter ou du titillement. C'est celle qui fait le plus de dégâts parce que, 1, ça nous décrédibilise, mais 2, nous sommes... On sait très bien qu'aujourd'hui, quand les Européens d'un point de vue général, et malheureusement les Français en particulier, depuis au moins depuis la guerre de Syrie, il faut être très clair, se mêlent d'un dossier, ça va s'envenimer. Ça va s'envenimer parce que comme ils comprennent plus rien
comme ils ne peuvent pas faire de mobilisation de puissance parce que leur puissance, ils la bradent par appartement, eh bien, ils en rajoutent dans les points inutiles. Les droits de l'homme, les machins, les Ouïghours. Le cas typique, les Ouïghours. Ce n'est pas... Entendez-moi bien. Ça peut être un désastre d'un point de vue humanitaire, si vous voulez. La seule chose, c'est que quand vous prenez une minorité pour une cause internationale, il faut être prêt à aller la défendre. Vous voyez un État européen qui est capable militairement d'aller les défendre? Non mais franchement... On n'est même pas capable de faire on n'est même pas capable de défendre des chrétiens d'Orient qui sont quand même moins loin. On n'est même pas capable de faire régner la paix dans nos propres villes. Alors de là à aller défier l'armée chinoise, même si c'est une armée qui ne se bat pas, donc qui est difficile en tout cas qui ne se bat pas en dehors du maintien de l'ordre. Donc c'est une armée qui est difficile à évaluer. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est quand même pas l'armée belge qui va y aller. Bon, vous comprenez? Un de mes amis américains, journaliste américain, Jonathan Alsperi, on avait fait un débat ensemble parce qu'il voulait le faire connaître un peu en France, entre autres il a une très lourde expérience de l'État islamique. Et il dit le système de négociation que nous, Américains, nous avons avec vous, c'est très simple. Vous êtes souverain, non, donc la ferme. Ça a un mérite, c'est la clarté. Mais vous voyez que quand on se mêle de sujets internationaux aussi lourds que toutes les tentatives de déstabilisation que les Américains impulsent et que les Européens emboîtent face à la Chine, ça nous dessert profondément. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger de certaines choses. La Chine la Chine a au moins un but parmi tous les buts de la route de la soie qui peut nous être défavorable. C'est son but de maintenir des routes énergétiques ouvertes à son profit. Et elle est lourde, et elle a une consommation très lourde de matières premières. Parfois même de types de matières premières qu'on ne voit pas. Je vais vous donner un exemple en France, le bois. Une partie des bois français sont en train, des bois précieux particulièrement, de passer sous contrôle. Autre problème, la prise de contrôle institutionnelle. À partir de... À quel degré d'indépendance des États qui vont être subventionnés par la Chine vont-ils être soumis? Très difficile à dire. Nous avons déjà des contre-exemples terribles en Afrique. Je sais qu'un très bon bouquin va sortir là-dessus à la rentrée. Son auteur, je pense, reviendra nous en parler. Ça sortira aux très bonnes éditions Bernard Jovacangeli. Mais, autre problème, les ports. Une fois que la Chine aura pris les ports, sera-t-il possible de les reprendre? Théoriquement, oui, tout est possible. Et nul ne voit quand même la Chine mobiliser son armée pour le pirer, il faut quand même. Néanmoins, cela pose des questions et cela mérite que nous nous défendions. Toutefois, pourquoi la Chine se gênerait-elle? Pourquoi retrouver un courage face à elle que nous n'avons pas quand notre propre voisin allemand nous interdit d'utiliser des technologies pour notre industrie d'armement? Pourquoi avoir un courage face à elle quand les Américains peuvent à peu près bloquer n'importe quel levier de pouvoir en France? Jusqu'à la nomination des journalistes de politique internationale. Quand vous voyez l'importance de tous ceux qui ont approché le club des anciens ambassadeurs français à Washington, vous vous demandez qui fait l'âne n'a pas à se plaindre qu'on lui monte dessus. Maxime de la sagesse chinoise. Parfaitement applicable au cas des Européens. Vous voyez? Parce qu'en réalité, ce projet dont nous sommes assez loin, que ce soit géographiquement, que ce soit financièrement, cette émergence eurasiatique, nous sommes un petit cap, mi-continental, mi-océanique. Donc à la rigueur, c'est très drôle, mais nos territoires qui sont le plus en face des projets d'infrastructures chinois, ce sont nos territoires océaniques pacifiques. Beaucoup plus que nos territoires continentaux. Mais en réalité, l'importance
de l'émergence de l'Eurasie est ailleurs. C'est que vous avez un continent entier qui est en train, pas de s'unifier politiquement. À un moment, faut pas voir l'état mondial à partir du Cachemire et du Balouchistan. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais là, ça m'apparaît quand même un peu capillotracté. Ce n'est pas une... Je ne pense pas que ce soit une alter-mondialisation. Je pense que c'est la manière dont la Chine résiste à l'effondrement de la mondialisation occidentale. Beaucoup plus. Et dont certains pays voudront nécessairement profiter du train qui passe. Si nous voulons nous maintenir dans le jeu, à nous de proposer quelque chose. Nous n'avons pas. C'était d'ailleurs la grande plainte du général de la Maisonneuve quand il est venu ici. Nous n'avons pas de projet alternatif. Et tous les projets que nous avons vendus au monde, enfin, si vous voulez, sauf entrer dans l'Union européenne, bon, très bien. L'Angleterre part, l'Albanie arrive. Bon, très bien. Ok. Construction d'avenir. Mais nous n'avons plus de vision à offrir au monde. La Chine réussit à offrir une vision qui n'est que la sienne propre, mais que par manque les autres prennent. Intelligent. Là encore, sa force, si jamais cette force est menaçante, ne vient que de nos faiblesses. Et d'un certain côté, je reprendrai l'optimisme pour conclure, pour vous renvoyer à ce dossier extraordinairement complet. Et puis vous allez avoir une jolie lecture pour l'été, hein, 500 pages de géopolitique pour la plage. Je reprendrai d'un côté l'optimisme de notre ami le général de la Maisonneuve. En réalité, plus qu'une tentative de conquête ou quoi que ce soit, il y a des points de contact de la route de la soie, en Afrique particulièrement, où il y a un véritable affrontement, dans lequel les Européens comptent les points. Hein. C'est un affrontement sino-américain. Aujourd'hui, une diplomatie comme la diplomatie turque est plus offensive en Afrique que la nôtre. Il faut quand même se le mettre dans la tête. Mais la Chine est aussi dans ce projet de mobilisation qui devrait la rapprocher de son environnement. Elle est aussi en train de s'isoler. Il y a des tas de pays qui prennent peur. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, le fait de réouvrir des bases américaines au Vietnam n'est plus tabou. Ça fait... Vu ce qu'ils y ont fait, je vous rappelle quand même qu'il y a encore plusieurs milliers de gamins qui tombent malades chaque année à cause des résidus de l'agent orange. Donc si vous voulez, comme guerre dégueulasse, la guerre du Vietnam, ça se pose là. Hein. Mais la Chine fait peur. Moi, je le vois au Cambodge. L'arrivée massive, disons, des hôteliers chinois, et particulièrement des spécialistes du jeu d'argent, a exproprié largement les Khmers autour de Phnom Penh, de Sihanoukville ou de Siem Reap. Avec un fort ressentiment, alors qu'un tiers des Khmers est d'origine chinoise. Un pays comme l'Indonésie, qui est un géant à bas bruit, dont les forces militaires ne plieraient pas face à la plupart de ce qui reste des armées européennes. Je vous rappelle qu'on en est à un point que l'armée allemande vient de passer au mercenariat intégral en recrutement. C'est-à-dire, si vous avez vraiment rien à faire, vous pouvez devenir soldat de la Wehrmacht. Enfin, de la nouvelle, merci. Donc, non mais, vous voyez là où on en est. Bon. Donc, la Chine, à un moment, va avoir besoin d'interlocuteurs. Une politique de projection de puissance pour la France dans ces territoires, disons, eurasiens, particulièrement les territoires d'Asie centrale, j'y crois pas. Ce ne sont pas nos zones naturelles. Il faut être partout. Mais surtout, le grand exemple que l'émergence de l'Eurasie doit nous donner, c'est de compter sur nos propres forces. Comme disait le président Mao, osez combattre, osez vaincre. Merci à tous.